Ravi de vous retrouver, Monsieur Wayne. La CIA avait un programme dans les années 60 pour évaluer ses employés des points chauds. Skyhawk. Je peux jeter un coup d'œil? Oui. D'accord. Venez. Être l'apprenti du Père Noël n'est pas qu'une partie de plaisir. Pour t'en rendre compte, tu vas passer le reste de ta journée derrière ça. Oh! Un beau travail, mon fils, tu as gagné. Tu es un vrai héros. Monsieur, ils vont me faire la peau si jamais je gagne. Oh, je suis vraiment désolé. Que le meilleur perde. Les coqs sont loyaux. Les coqs n'abandonnent jamais. Les coqs, moi je dis, les coqs se battent jusqu'au bout. Et toi, fiston, tu n'as rien d'un coq. On ne t'a jamais dit que les bars étaient dangereux pour les petits nounous? Et vous êtes un pilote? Ça se voit tant que ça. Vous êtes un bon pilote? Oh, 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 le meilleur, numéro uno. Oh, oh. Comment suis-je tombé dans le doublage? D'abord, je me suis fait mal en tombant parce que, comme je manquais complètement d'expérience, j'étais très mauvais. C'était dans les années 65, vous n'étiez pas né, peut-être vos parents à peine. J'étais allé dans un studio et j'avais vu là nos aînés, enfin des grands comédiens de l'époque, cigarette à la bouche, main dans la poche, qui regardaient la bande rythmo passer 2 fois, ils enregistraient, hop, c'était dans la boîte. Je me suis dit, ça a l'air d'être simple. Non, pas du tout, c'est très compliqué. J'étais très mauvais dans le petit personnage qu'on m'a donné, et je suis sorti du studio en disant plus jamais je ne mettrai les pieds dans un studio de doublage. Il a fallu que 10 ans se passent, 10 ans pendant lesquels bien sûr on prend du métier, et à l'époque on tournait beaucoup pour la télévision, et on tournait en extérieur, et vous savez qu'en tournant à l'extérieur, il y a toujours un avion qui passe, un chien qui aboie, une locomotive au loin, bon bref, donc on se peut synchroniser en studio. Et dans les années 70, disons, Monsieur Barclay, qui était un grand directeur artistique dans le doublage, s'occupait de ses post-productions pour la télé, et il m'a dit, mais enfin, Monsieur Allman, pourquoi vous faites pas de doublage? Je dis, je peux pas, je suis mauvais. Il dit, mais non, regardez, vous doublez très bien. Et en fait, j'ai compris que oui, c'était très simple, c'était une mécanique à avoir. Et c'est comme ça que je suis tombé, heureusement d'ailleurs, dans le doublage. Ah ben c'était Morgan Freeman, bien sûr. C'était Les Évadés, qui était un film remarquable et qui repasse assez régulièrement à la télévision. Alors mon garçon, mettez tous vos tampons sur vos formulaires et ne me faites pas perdre mon temps. Parce que je vais vous dire la vérité. J'en ai rien à foutre. Un personnage qui était formidable à faire parce qu'il était en même temps narrateur, il racontait l'histoire de cette prison, de son vécu dans la prison, et on le voyait en même temps vivre son expérience douloureuse d'ailleurs, et cette belle amitié avec son copain de cellule. C'était un travail superbe à faire. J'avais passé audition, comme beaucoup d'autres camarades d'ailleurs, on avait été convoqués. Et moi je me suis dit, ben non, jamais on va me prendre pour Morgan Freeman. Et puis j'ai été choisi par les Américains, et c'est comme ça que que je suis devenu, disons, sa doublure. Et pour finir, ça fait maintenant près de 35 ans que je suis sa voix, et avec plus de 50 films ou documentaires. Oh, bah, c'est Morgan Freeman. Non, ça devait être aussi Babar avant, parce que j'avais fait des Babars. Il faut que je finisse ma cabane. Voyons. Et puis j'avais commencé à faire Balou dans la série Les Ingallos. Très drôle à faire. Oh tiens, quelle bonne surprise! Et dans une série américaine où je faisais le colonel Spengler, un colonel avec un capuchon noir sur l'œil complètement fou. Mais qu'est-ce que vous faites? Je crois que je perds. Et avec élégance, je vous ferai remarquer. Mais vous auriez pu le réussir, ce coup. Oh, je pourrais dire la même chose de vous. Il y a une douzaine de coups que vous avez cru bon de perdre volontairement. Mais puisque la défaite semble vous motiver davantage, je vais jouer sur votre terrain. Hein? Je vais perdre, mon cher. Perdre et encore et encore. J'ai été reconnu assez rapidement par ces rôles-là. Toutes. Ben non, parce que, vous savez, une voix, c'est un personnage. Alors tout d'un coup, on a le personnage à l'écran, à l'image, et on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on l'écoute, on s'inspire, bien sûr, de ce qu'il a fait, de son humeur, du sentiment qu'il exprime. Puis en fait, c'est quoi, quand on fait un doublage? On vous donne un costume qui n'est pas le vôtre, qui est celui de Morgan Freeman, et vous devez le remplir, ce costume, comme si vous étiez Morgan Freeman. Donc il faut s'inquiéter de la voix, de la respiration, de l'intériorité, du sentiment. C'est un vrai travail de comédien. C'est pourquoi j'insiste peut-être un peu lourdement, je m'en excuse, il faut être comédien pour faire un bon travail en doublage. Ça ne veut pas dire que je sois bon toujours, hein, c'est pas vrai. Il y a des fois on est très mauvais, on rate parce que bon, ça marche pas. Mais
peu importe, il faut être comédien avant tout. Et de théâtre. Ah ben, on me demande toujours, bien évidemment, vous ferez la voix de Morgan Freeman. Et je leur dis, oui, oui, bien sûr. Donc, comme c'est beaucoup plus cher, je change théoriquement ma voix, c'est pas vrai. Mais c'est une question un petit peu simplette de la part de ces producteurs qui sont très heureux, bien sûr, de m'avoir pour défendre leurs produits ou présenter leurs produits. Mais ma voix, c'est la même, je ne la change pas. Une voix, lorsque vous êtes devant un écran et que vous avez une situation à jouer, votre voix, elle change en fonction du rythme du personnage qui joue en face de vous. Si c'est quelqu'un qui est en train de courir, votre voix, elle va être un peu plus haute, comme ça, parce que vous aurez du mal. Alors vous dites, mais t'as changé ta voix. Non, c'est l'effort physique que je fais qui fait que ma voix a pris cette tonalité. Et puis une fois rentré dans le bureau, on s'est bien repris, on a respiré, et on se met à parler tout à fait naturellement. Et là, on me dit, mais là, vous avez la voix de Morgan Freeman. Je dis, oui, c'est aussi la voix de Morgan Freeman. Notre voix est un instrument. C'est comme si un violoniste n'avait qu'une corde à son violon. C'est pas vrai. Il y a 4 ou 5 cordes au violon. Nous, c'est la même chose. Une montagne. Ah tiens, tu vas être une montagne. J'ai été souvent Dieu. À présent, mon fils, tu peux rentrer à la maison. J'étais très souvent le Père Noël. Alors ça, celui-là, c'est le plus amusant qu'il y ait. C'est le Père Noël. Voilà. Et ça, je le fais depuis tout petit. Enfin, depuis que j'ai 25 ans, on m'a toujours demandé pour faire des Pères Noël. Bon, je suis vraiment désolé, mais tu vas devoir t'amuser avec chacun d'entre eux. C'est le seul moyen de les connaître. À chaque fois que je fais une convention manga, etc., il y a toujours quelqu'un dans le public qui dit et le grenier, etc., etc. Et parce que ça remonte quand même aux années 2000. C'est fou ce que ça a marqué. Et c'est très drôle. Et moi, je m'en souviens plus. Hein. J'ai juste mon vieil ami qui est là, Jean-Louis. Pas vrai, Jean-Louis? Grenier, j'ai quelque chose à t'avouer. Je ne m'appelle pas vraiment Jean-Louis. En réalité, je suis l'esprit de Noël qui réchauffe les cœurs et les pieds. Parce que vous avez aussi fait le tigre de Frosty. Ah bah oui, mais ça, alors en publicité, oui. Alors le tigre de Frosty, c'était très drôle, parce que le comédien que l'on voyait à l'image, comédien américain, n'était autre que le fils de Morgan Freeman. Et je me suis trouvé à prêter à son fils la voix que à son père, en fait, dans la vie. Où ça, des Frosty? Mais Tony, le tigre est déjà en toi, c'est même toi, le tigre. Oh ben, je crois que c'est le Zingalo, avec toute l'équipe de Walt Disney. On avait fait 70 épisodes. À l'époque, Walt Disney laissait libre cours aux adaptateurs français. Et la jeune femme qui avait écrit les textes s'était amusée. Et nous, on hurlait de rire en permanence, tellement c'était drôle. C'était plein de jeux de mots et ça allait très bien avec la situation. Ça a été du bonheur. Oh, t'as un joli petit coffre. Pas les pattes, c'est à moi. Relax, petit bonhomme, je voulais juste admirer. Bon, adieu, terreur sayonara. Le Zingalo, qui ne sort jamais d'ailleurs, on le voit jamais à la télévision. C'est comme les gargoyles que j'ai fait aussi, qui me sont très souvent demandés. Très très joli dessin animé. C'était un âge de ténèbres, c'était un monde de peur, c'était le temps des gargouilles. Un conseil qu'on m'a donné en doublage et qui m'a marqué, écoute, regarde et écoute. C'est en regardant les copains travailler, écouter, c'est qu'on avance. Parce que je vois des jeunes comédiens qui arrivent quelquefois, je ne sais pas ce qu'ils sont, hein, et tout de suite ils se lancent sur la réplique, etc. Non, regarde d'abord comment les autres abordent le travail. Tranquillité, doucement, il y a une certaine maîtrise, un recul, voilà, pas trop se précipiter tout de suite. C'est la patience aussi, apprendre ce métier, pour l'apprendre bien, faut être patient. Et je crois que ceux qui sont mordus, vraiment, d'ailleurs on les retrouve de plus en plus dans les studios, ce sont ceux qui ont fait ce combat parfait avec l'humilité et la patience. Parce qu'on pourra toujours dire aux comédiens formidables, là je suis génial. Non, vous êtes bien avec le rôle que vous jouez. Ça ne veut pas dire que vous, en tant que comédien, vous puissiez jouer tous les rôles du répertoire. C'est pas vrai. Faut rester un petit peu en retrait. Moi, je pense que c'est un honneur, bien sûr, de doubler un grand comédien ou une grande comédienne. Mais on n'est pas là pour les dominer. On est là pour les servir. On est à leur disposition.
On est là pour apporter aux spectateurs français tout ce que cet acteur américain, et le réalisateur bien sûr, et l'auteur américain ont mis dans le scénario. C'est pas pour dire, moi, mon jugement par rapport au personnage, c'est pas comme ça que je l'aurais joué. Non, il l'a joué comme ça, tu dois le jouer comme lui. Il arrive quelquefois que dans des séries télévisées qui ne sont pas toujours fameuses, on se permette d'apporter quelques petits éléments de correction. Alors, l'intelligence artificielle, dans tout ce qui concerne la recherche scientifique, la médecine, tout, magnifique, bien évidemment. Ça n'arrive pas depuis... elle n'est pas présente depuis hier, cette intelligence. On s'en sert depuis des années et des années. Petite anecdote, dans les années 1967, l'ORTF, qui est devenu après Radio France, on nous a fait écouter une voix de robot. Et c'était une voix qui parlait comme ça. J'ai dit, bon, ça marchera jamais. Et l'ingénieur du son qui avait collaboré à cette création nous dit, attention, vous allez voir, ça arrivera un jour. Ça a mis 30 ans, 40 ans, mais maintenant c'est là. Et effectivement, il y a des voix artificielles dont certaines maisons de production commencent à se servir. Mais ce sont des voix qui manquent d'émotion, qui manquent de chaleur. Tout ce qu'un comédien en chair et en os peut apporter dans son interprétation. Alors, il y a un vol, bien sûr, parce qu'on nous prend nos phonèmes, on prend nos intonations, on prend nos rythmes. C'est un vol, tout simplement. Comme ils volent les peintres, comme ils volent les auteurs. Ils prennent le scénario qu'un auteur a esquissé, ils rajoutent 2-3 trucs différents, ils mettent ça dans l'ordinateur et on vous sort un roman de gare. C'est aussi du vol. Et là, il devrait y avoir, et il va y avoir certainement, une législation au niveau de l'Europe pour faire en sorte qu'il y ait un droit d'utilisation de toutes nos capacités, de tous les talents des uns et des autres. Merci. Esprit de Noël. De rien. Et joyeux Noël. Ho, 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 ho. Esprit de Noël. C'était pas une chaussette? La plus magique des chaussettes. Joyeux Noël, motherfucker.